me présenter, je suis Philippe Guerrier, rédacteur en chef tech pour RH Matin et Newstank RH. Nous allons décortiquer ce sujet de la place du télétravail sous le prisme juridique en lien avec la QVT. Alors, on va rappeler un peu le contexte actuel de la pandémie Covid-19 naturellement, en sachant que les entreprises et l'ensemble des organisations sont vivement incitées à adapter leur mode de fonctionnement. Et en sachant que le gouvernement, quand même, rappelle l'ensemble des acteurs du secteur public et du secteur privé sur cette vigilance et cette mobilisation pour le télétravail qui doit être mis en œuvre lorsque c'est possible. Il rappelle d'ailleurs, le gouvernement rappelle de manière assez régulière que le télétravail est mis en place la semaine, si possible 5 jours sur 5. On a tendance un peu à diminuer ces temps-ci à plutôt 4 jours sur 5, et ça va encore évoluer avec la période de déconfinement. Mais en tout cas, cette pratique du télétravail permet de réduire en théorie le risque de contamination jusqu'à 30%. Alors le gouvernement a mis en place un protocole national pour établir le télétravail en entreprise. Parallèlement, il y a un accord ANI qui a été signé en fin 2020 avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et donc, au printemps, on arrive sur une nouvelle phase, finalement, de la pandémie avec la fin progressive des restrictions, ce qui devrait aboutir à de nouvelles règles, encore une fois, sur le télétravail. Et donc, on va pouvoir en parler avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Donc, pour avancer sur le sujet, j'accueille deux intervenants qui vont participer à ce webinaire. Tout d'abord, Alexandra Stocchi, qui est avocate au barreau de Paris. Bonjour Alexandra. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur votre profil et votre domaine de prédilection? Mais avec plaisir. Donc, moi, je suis avocate depuis un peu plus de 20 ans, spécialisée en droit du travail. J'ai une double formation, école de commerce, droit, et qui me conduit à avoir comme domaine de prédilection, parce que comme toute bonne avocate de droit du travail, je traite l'ensemble des problématiques de droit du travail, mais de par ma double formation économique et juridique, j'ai une appétence particulière pour les dossiers de réorganisation et de transformation des organisations, et notamment, je illustrerai ça tout à l'heure, mais on a un certain nombre de dossiers justement qui arrivent dans la perspective post-crise, de questionnement sur le télétravail comme mode d'organisation permanent des entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Je me tourne vers vous, Léopold Denis. Vous êtes cofondateur de Moodwork, une start-up qui est spécialisée dans les problématiques de qualité de vie au travail, de QVT. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur le positionnement de votre start-up? Bien sûr. Donc, enchanté, Léopold Denis. Je suis en effet cofondateur et directeur des opérations de Moodwork. Moodwork, c'est une société qui a été créée en 2016 avec pour mission de rendre chaque salarié en entreprise acteur de sa propre qualité de vie au travail en lui fournissant justement les outils qui vont lui permettre de mieux la comprendre, de pouvoir agir dessus et d'être accompagné par des spécialistes. Aujourd'hui, Moodwork, c'est une trentaine de collaborateurs et on accompagne un petit peu plus de 100 000 salariés en France, en Belgique, en Suisse, dans des entreprises de toute taille, de la PME jusqu'aux grands groupes comme la BNP, EDF, Engie, LVMH et ainsi de suite. Et également, je suis administrateur d'une association qui s'appelle le Lab RH et qui cherche à promouvoir l'innovation en ressources humaines en France. Et il y a naturellement beaucoup de sujets que l'on peut traiter sous le prisme des RH au regard de ce contexte qui est quand même atypique pour la gestion RH en entreprise et dans les organisations. Et c'est vrai que là, du coup, la vision et l'imagination des startups sont appelées à la rescousse pour développer de nouveaux services. Je vous propose de découvrir les 3 temps de ce webinaire. Il y aura naturellement un volet juridique et un côté plutôt pratique sur cette dimension de QVT à installer dans ce contexte spécifique. Sur la partie juridique, nous allons voir avec Alexandra Stocchi les risques, les bénéfices, mais aussi les obligations légales à cette dimension de télétravail. Et donc, nous allons proposer à nos participants 3 schémas, 3 configurations. Le premier volet portera sur
comment mettre en place ces dimensions de QVT s'il n'y a pas du tout de télétravail, ce qui est en l'état actuel l'hypothèse la plus simple dans une période classique, mais on verra dans les deux autres épisodes comment ça se passe, la dimension juridique et la QVT lorsque l'on passe en mode 100% télétravail dans une organisation. Et le troisième point, qui sera encore plus d'actualité, puisque ce sera a priori ce qui va se développer au printemps et dans les prochains mois, comment gérer cette dimension de QVT face au contexte juridique, dans un contexte de télétravail partiel, c'est-à-dire d'organisation de travail mi-présentiel, mi-distanciel. Et on imagine que l'ensemble des entreprises vont évoluer dans ce mode dans les prochains mois, en suivant naturellement la situation de la sécurité sanitaire. Quelques précisions pour le déroulement du webinaire. Les participants peuvent poser des questions tout au long de la session. Vous avez un onglet questions à droite sur lequel vous pouvez poser des questions et nous tâcherons d'y répondre au cours de cette session webinaire, en sachant qu'on va essayer de se réserver à la fin un petit quart d'heure pour répondre aux questions peut-être qui reviennent de manière les plus récurrentes. Et une dernière petite précision, ce webinaire sera aussi accessible en replay ultérieurement. On vous donnera naturellement l'ensemble des éléments pour retrouver cette discussion interactive en mode rattrapage. Je vous propose de passer sur la première partie de ce webinaire, sur la question comment ça se passe pour les entreprises, pour les organisations, si on ne met pas en place de télétravail. Quelles sont les obligations légales et les risques et finalement les bénéfices en termes de QVT. Alors naturellement, ne pas mettre de télétravail dans ce contexte actuel, c'est assez étonnant, mais néanmoins, on peut imaginer qu'on reviendra dans des configurations classiques une fois la crise sanitaire passée. Alexandra Stocky, je reviens vers vous. Est-ce que vous pourriez nous donner le contour finalement juridique de cette dimension d'absence de télétravail? Comment ça se passe en matière de QVT? Est-ce que vous pourriez nous donner d'un point de vue synthétique finalement sur ce contexte, comment ça se passe si on ne met pas de télétravail? Alors, oui, bien volontiers. Alors, une précision, hein. L'angle d'attaque qu'on a choisi avec Léopold, c'est précisément dans la perspective de la reprise des activités normales, c'est-à-dire post-crise sanitaire. Actuellement, comme vous le rappeliez en préambule, il y a une recommandation forte, compte tenu de la crise, un protocole sanitaire qui a été mis en place par le ministère du Travail. Je vous précise que c'est un protocole et pas une loi, donc ça n'a qu'une valeur de recommandation. Pourquoi ? Parce que juridiquement, on considère que si le ministère du Travail avait passé une loi, il était fort probable que la loi soit retoquée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle violerait la liberté d'entreprendre. Je ferme la parenthèse. Dans la perspective de la reprise normale de nos activités, la question de non-télétravail peut paraître saugrenue, surtout quand on voit toutes les études qui ont été menées. Il y a des sondages régulièrement qui montent dans des proportions variables. En résumé, que tous les salariés voudraient, alors avec certaines modulations, poursuivre en télétravail. Donc, par rapport à cette perspective de non-télétravail, d'un point de vue juridique, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de droit au télétravail. Le télétravail, ce n'est pas un droit pour les salariés. Donc, j'ai essayé de réfléchir un peu aux deux grandes hypothèses dans lesquelles la question du télétravail porté, entre guillemets, pourrait s'inviter. La première hypothèse, c'est dans la perspective de la réouverture pleine et entière des locaux. Alors, il y a un aspect le premier aspect qui pourrait être invoqué, ça sera Léopold qui va vous en parler, c'est sur des dimensions QVT, donc je le dis juste pour mémoire. L'autre aspect qui m'intéresse, moi, d'un point de vue plus juridique, c'est la situation suivante. L'hypothèse où les organisations syndicales, les salariés, les représentants du personnel considéreraient que les mesures mises en place pour la réouverture
des locaux, alors qu'on sera encore dans un contexte épidémique dont on sait qu'il n'aura pas disparu du tout, même en septembre, ne permettrait pas de garantir la santé et la sécurité des salariés. Donc, c'est, je pense, sur cet angle d'attaque-là, que si, côté salarié, je veux inciter l'employeur à avoir une réflexion globale sur le télétravail dans la perspective de la réouverture normale des locaux, j'irai sur cet angle-là. Vous savez que de toute façon, dans la perspective des locaux, vous allez avoir un travail à faire de mise à jour du BUR. Voilà, donc c'est le premier aspect que je vois. Le deuxième aspect que je vois, je l'ai dans un dossier. Cette fois-ci, c'est où la question du non-télétravail se pose à l'occasion d'un projet de transformation. Par exemple, un projet de déménagement. Actuellement, moi, j'ai le cas pour un gros groupe industriel, un projet de fusion de 2 sites, avec un site qui ferme et qui est transféré sur un autre site. Bon, dans le cadre des négociations sur ce plan, qui en plus impliquait un plan de sauvegarde de l'emploi, on a eu des propositions alternatives afin de limiter le nombre de licenciements qui ont consisté à mettre en place du télétravail, alors pas à temps plein parce que c'était pas efficace d'un point de vue business, mais en tout cas à étudier, ce qui a été accepté par la direction, une possibilité d'avoir un temps de télétravail limité dans la semaine pour éviter d'avoir des allers-retours trop importants pour les salariés entre leur domicile et le nouveau site. Donc, la question du non-télétravail, finalement, elle pourra s'inviter, pour moi, dans ces 2 grandes hypothèses. Oui, ce qui veut dire qu'on pourra effectivement imaginer des configurations de télétravail quelque part un peu hors contexte Covid-19, notamment pour la migration de sites industriels entre 2 sites industriels, en attendant que les équipements soient mis en place dans le nouveau complexe. C'est bien ça? Exactement, tout à fait, oui. Et au cabinet, on a plusieurs dossiers comme ça. Moi, j'en ai un en particulier. Et si vous voulez, c'est des demandes nouvelles qu'on ne voyait pas avant. Je pense que c'est le contexte, naturellement, et le télétravail forcé, entre guillemets, de la crise sanitaire qui ont poussé à avoir aujourd'hui, dans le cadre de ce type de projet, des demandes qu'on n'avait jamais auparavant. Alors, ce qui en même temps est positif, parce que ça veut dire, côté employeur, que les salariés se placent dans une perspective de « je veux continuer de travailler pour la société ». Puisque finalement, le télétravail, c'est un moyen de limiter les conséquences d'un licenciement potentiel pour les salariés. Donc, c'est une bonne chose. C'est pour ça que, de mon point de vue, il faut absolument étudier ce genre de solutions alternatives quand elles sont proposées par les organisations syndicales, notamment. Alexandra, j'ai une question sur cette question de non-télétravail. En l'état actuel, c'est vrai que le gouvernement pousse beaucoup au recours au télétravail. On parle même de télétravail systémique, à usage systémique. Mais quel est le socle juridique de cette préconisation, de cette recommandation? Est-ce que les entreprises, finalement, sont obligées de mettre en place un processus de télétravail? En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Elles ne sont pas obligées sur le fondement du protocole, parce que ce protocole n'a pas de valeur juridique normative. Il constitue simplement une recommandation. Le fondement, d'ailleurs, dont est directement inspiré le protocole sanitaire, c'est l'obligation de santé, de sécurité de l'employeur, qui est un devoir de préserver la santé mentale et physique des salariés. Donc, c'est ça la source. Et ça, c'est une obligation générale dans le Code du travail qui s'applique tout le temps et qui s'applique en particulier en ce moment. Donc, le fondement juridique, c'est l'obligation de sécurité en matière de santé. Maintenant, le protocole donne des indications, et puis d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, chacun a étudié la façon de préserver la santé sans forcément toujours coller à ce que dit le protocole d'ailleurs, qui encore une fois n'a pas une valeur impérative juridiquement. Ça marche. Merci beaucoup, Alexandra. Je me tourne vers Léopold, du coup, sur cette configuration d'absence de télétravail, de configuration classique de travail, finalement. Comment vous intervenez du côté de Woodwork vis-à-vis de l'activité et des salariés? Alors, là, je vais plus parler d'un petit peu de façon générale sur le sujet de qualité de vie au travail et quand on décide, après crise ou dans l'hypothèse d'une fin de crise, de ne pas mettre en place de télétravail. Ce que moi, je trouve très intéressant, c'est qu'au final, avant crise, on ne se rend pas compte, mais il n'y avait que 3% des Français qui avaient du télétravail de façon assez régulière. Donc, on pourrait imaginer qu'en revenant
à du non-télétravail, on revient à la situation que l'on vivait avant crise. À mon avis, le risque il se situe autre part en fait. Il est plus au niveau de la société, de l'entreprise en tant que telle, il est beaucoup plus sociétal parce que quel est mon point de vue en tant que salarié demain si mon entreprise décide de ne pas mettre de télétravail alors que chacun de mes voisins fait du télétravail. Donc c'est là en fait la vraie question, c'est parce que imaginez par exemple que vous êtes commercial dans une entreprise et on vous donne un téléphone d'entreprise mais un vieux téléphone, pas tactile, rien du tout. Pouvez potentiellement être content parce qu'on vous a donné un téléphone, mais la vraie chose qui va se passer, c'est que vous n'allez pas être content parce que le commercial d'à côté, il aura un meilleur téléphone que vous. Donc en fait, le phénomène que l'on va constater, à mon avis, pour les entreprises qui vont décider de ne pas mettre de télétravail alors qu'elles pourraient le faire, parce que ça aussi c'est important de le préciser, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui naturellement ne peuvent pas le faire. Le phénomène qu'on va observer, c'est le phénomène de l'herbe qui est plus verte à côté. Et donc, on va avoir cet effet de mode. Certaines entreprises font du télétravail depuis 5, depuis 10 ans. Il y en a certaines qui ont commencé à suivre la mode. Et aujourd'hui, le Covid a fait énormément accélérer ce phénomène. Donc pour les sociétés qui vont se dire bah non, moi je considère que mes salariés vont revenir au bureau, etc., il va y avoir un réel risque en fait. Premièrement, de sentiment de perte de confiance entre le collaborateur et son entreprise. Le collaborateur qui va se dire pourquoi est-ce que tout le monde peut le faire? Ils ont confiance en eux et moi on ne me fait pas confiance pour faire du télétravail. Et on va avoir bien sûr un souci d'attractivité. Parce que quand vous êtes sur un marché du travail dans lequel la norme, c'est de donner la possibilité aux collaborateurs de faire du télétravail, quelle va être l'attractivité d'une entreprise qui ne va pas le proposer? Là, c'est très compliqué. Donc pour moi, il y a vraiment pour les entreprises qui vont décider de le faire, hein, de mon côté, j'ai envie de dire, il n'y a aucun jugement de dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. C'est vraiment se mettre à la place du collaborateur et imaginer les avantages et inconvénients qu'il va pouvoir en tirer. Donc maintenant, pour une entreprise qui déciderait de ne pas le faire, la question c'est comment est-ce que l'entreprise peut transformer ce risque de perdre des talents, ce risque de ne pas réussir à en recruter, ce risque pour la qualité de vie au travail, parce que bon, au bout d'un moment aussi, on s'est énormément habitué à tous les avantages qu'on pouvait avoir en télétravail. Certes, il y a eu des inconvénients, mais je veux dire, on a eu beaucoup plus de temps avec sa famille, on a potentiellement eu un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Alors, ça dépend des personnes de comment ils arrivent à gérer, on va dire. Mais toujours est-il que pour l'entreprise qui va vouloir le faire, la question c'est comment est-ce qu'elle va pouvoir en faire une opportunité. Alors qu'on est un petit peu un outsider, qu'on est dans une entreprise qui pourrait télétravailler, qui décide de ne pas le faire, ça peut être un axe justement de communication, de différenciation vis-à-vis de l'ensemble de ses concurrents et des autres entreprises du même secteur. Ah oui, parce que c'est vrai que on vit le télétravail de manière différente et nuancée, mais là c'est vrai qu'on a eu un test quand même à très grande échelle sur le télétravail. Selon les statistiques fournies par le ministère du Travail, on peut imaginer qu'il y a 8,6 millions d'actifs qui peuvent facilement télétravailler, sachant que pendant la crise, il y en a à peu près 5,6 millions qui le font vraiment à temps complet ou à temps partiel. Mais en tout cas, cette période de crise Covid-19 a permis pour beaucoup de Français de découvrir le télétravail et ça peut se transformer en termes de QVT. Exactement. Alors je veux dire, on a eu des tas d'effets positifs, mais aussi énormément d'effets négatifs. Nous, par exemple, sur Moodwork, on propose, comme j'ai pu rapidement l'aborder au tout début, des outils d'auto-évaluation de la qualité de vie au travail des collaborateurs. Donc, c'est des questionnaires qui vont permettre aux salariés, en l'espace de 10-15 minutes, de comprendre quels sont ces facteurs de risque et ces facteurs de protection en matière de qualité de vie au travail. Et vu qu'on travaille avec pas mal de chercheurs et de data scientists, on s'est amusé à faire un petit comparatif entre 2019 et 2020, sachant que nous, chez nos clients, on en a une bonne partie qui peut faire du télétravail et qui fait du télétravail. Le comparatif a été extrêmement intéressant parce que ce qu'on a remarqué, c'est que le niveau de qualité de vie au travail global a stagné entre 2019 et 2020. Alors, bien sûr, cela ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de détresse psychologique, il n'y a pas eu de mal-être, etc. Mais a priori, de ce que nous, on a constaté, ça ne découle pas du travail. Ça peut découler de la situation sanitaire qu'on est en train de vivre, de problèmes familiaux, etc. Mais le travail n'est pas responsable d'une chute ou d'une amélioration de la qualité de vie au travail. Par contre, ce qu'on a constaté et ce qui est intéressant, c'est que la structuration de la qualité de vie au travail a quant à elle beaucoup évolué. Il y a des facteurs qui étaient
qui ont énormément évolué positivement, et je pense notamment au sentiment d'autonomie. Le collaborateur en télétravail a ce sentiment d'autonomie qui est largement plus important parce que il est maître de son temps, il est maître de ses réunions, etc. A contrario, et là c'est assez intéressant parce que j'imaginais personnellement qu'on allait constater l'inverse, mais un des facteurs qui s'est le plus dégradé, c'est celui de la capacité à faire des pauses dans sa journée. On pourrait imaginer que le collaborateur chez lui puisse prendre sa petite pause beaucoup plus facilement, une pause beaucoup plus reposante, etc. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la pause, c'est un phénomène, on va dire, c'est un phénomène de collectivité, de collectif. Je fais une pause parce que mes collègues me proposent de faire une pause, et c'est un moment informel que l'on crée ensemble. Quand on est en télétravail, potentiellement seul, ou alors il y a d'autres personnes qui travaillent chez soi, on prend beaucoup moins de pauses. Et ça, c'est vraiment un gros facteur de dégradation de la qualité de vie au travail qu'on a pu constater pendant la crise. Merci Léopold pour ces précisions, et ça me permet effectivement de faire la transition sur la deuxième partie de cette session. Finalement, quel est l'impact de ce 100% télétravail que certaines entreprises ont vécu au pic de la crise Covid-19. Alors là aussi, les DRH ont été confrontés à cette nouvelle configuration, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très nouveau, hein. Ne plus avoir ses salariés sur le lieu de travail, c'est un peu troublant, et ça implique aussi des changements d'un point de vue juridique. Alors, Alexandra Stocki, je reviens vers vous. Sur ce mode 100% télétravail, du coup, quels sont les changements juridiques qu'il faut prendre en compte entre les obligations et les risques? Comment les DRH peuvent s'adapter à ce nouveau contexte? Alors, encore une fois, l'idée là, dans cette option, c'est de se mettre dans une perspective, et j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus d'ailleurs, post-crise. On est dans le cas où, à la rentrée, je réfléchis déjà à comment je vais réorganiser mon activité. Actuellement, compte tenu de l'expérience Covid, vous avez un certain nombre d'entreprises, et moi j'ai un dossier en ce moment, qui se disent, écoutez, finalement, le télétravail, ça a plus ou moins bien fonctionné, donc pourquoi pas envisager, lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, de optimiser nos coûts et notre parc immobilier pour faire en sorte que le télétravail à 100% soit la norme, parce que c'est un intérêt économique évident. Alors là, je vous le dis tout de suite, cette option-là, elle n'est pas infaisable juridiquement, mais alors, elle est assez compliquée, je vais le développer, et en plus, c'est un vrai coût. Pourquoi c'est un coût substantiel? Et je pense, en résumé, je le dis par avance, qu'il ne faut jamais aller dans un projet qui ne consiste que dans un passage à 100% télétravail. Sinon, je pense que les dossiers n'aboutiront pas et qu'il y aura plein de contentieux. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué? Premièrement, il faut se rappeler que le télétravail, je vous l'ai dit, ce n'est pas un droit. En revanche, lorsque l'on fait du télétravail et qu'on a mis en place ce type d'organisation, il y a un droit fondamental sur lequel on ne peut pas revenir, qui est le droit à la réversibilité de la situation. Ça veut dire, d'ailleurs, il se décline en deux temps. Dans l'ANI, alors 2005, et dans le dernier ANI d'ailleurs, qui reprend ce point-là, vous avez à titre obligatoire une période d'adaptation à prévoir, donc c'est une sorte de phase test, après la mise en place du télétravail, et c'est un peu un droit de retour à meilleure fortune pour le salarié comme pour l'employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas réfléchi avant et anticipé avant à des solutions alternatives pour permettre aux salariés de ne plus effectuer ses fonctions tout en télétravail, on a un problème, on est en violation de la loi. Donc, il faut déjà regarder en amont les solutions alternatives en termes de locaux. Ça peut être du Régus, pas forcément un bail en tant que tel. Il y a des solutions de mise à disposition de locaux qui sont proposées par un certain nombre de prestataires. Mais en tout cas, c'est indispensable d'avoir cette solution rapidement mobilisable, premièrement. Une fois qu'on a évacué ce point, le vrai problème juridique est le suivant. Vous savez, c'est marqué dans le Code du travail que normalement, le télétravail, on ne peut pas l'imposer aux salariés. Le Code du travail nous dit que le refus d'occuper un poste en télétravail n'est pas une cause de rupture du contrat de travail. Alors, ce qu'il faut comprendre par là,
je vais faire très simple d'un point de vue technique, mais c'est que en fait, on ne peut pas licencier pour motif personnel un salarié qui refuserait d'être en télétravail. Pour pouvoir le licencier, parce que c'est malheureusement le pendant, c'est-à-dire si votre organisation, c'est demain, je veux que tout le monde fasse du télétravail, comme le salarié a le droit de refuser, forcément, soit vous changez votre projet, c'est une voie. L'autre option, c'est si jamais le salarié ne veut pas faire ce que moi je souhaite pour mon organisation, la seule solution, c'est la rupture du contrat de travail. Donc déjà, d'un point de vue budget, c'est déjà une question de coût énorme, hein, parce que ça, on ne peut pas l'éviter. C'est soit j'arrête, soit je licencie. Et là, la question, c'est comment je peux licencier alors que j'ai le code du travail qui me dit non, je ne peux pas normalement. Et en fait, quand on regarde nos outils juridiques, il y en a deux. Et je vais vous expliquer pourquoi ils peuvent marcher. Le premier, c'est le licenciement pour motif économique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un licenciement pour motif économique, proposer le télétravail, c'est une modification de contrat de travail pour motif économique. Alors bien sûr, ça suppose de pouvoir démontrer aux représentants du personnel qu'on a un motif économique au sens du Code du travail, donc difficultés économiques, etc. Il y aura inévitablement dans plein de boîtes des débats sur est-ce que c'est un motif suffisamment sérieux, mais le fait que ce ne soit pas un motif sérieux, ce n'est normalement pas de nature à bloquer un projet de ce type-là. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que je pourrais licencier? C'est parce qu'en fait, là, techniquement, ce n'est pas le refus d'occuper le poste en télétravail qui justifierait le licenciement, c'est le refus de la modification de contrat de travail pour motif économique. Et le motif du licenciement sera apprécié en fonction de la cause économique que vous allez avancer. Exemple que je vous donnais tout à l'heure, je veux faire des économies parce qu'avec la crise, c'est très compliqué pour nous et donc il faut que je fasse des économies de coûts de structure. Voilà pourquoi il est nécessaire que j'arrête d'avoir un bail qui me coûte très cher. Je simplifie. Donc, licenciement pour motif économique. Alors, dans les entreprises où on n'est pas nombreux, en soi, c'est pas forcément très compliqué. En revanche, dans les entreprises un peu plus importantes où on pourrait avoir au moins 10 salariés concernés, une entreprise de 50 salariés, vous le savez, avec potentiellement 10 licenciements pour motif économique, c'est direct le plan social. Et là, le plan social, il va falloir passer la barre de la directe. Et la directe, alors je vous livre parce que moi j'en fais beaucoup des plans sociaux. Si vous voulez, juridiquement, encore une fois, la directe ne pourrait pas vous dire normalement, écoutez, votre projet, ça ne va pas, je considère que vous ne pouvez pas continuer dans cette voie et qu'il faut des solutions alternatives. En théorie, elle ne peut pas le faire. Mais en pratique, les plans sociaux, ça se négocie à 3. Ça se négocie avec la directe, ça se négocie avec les représentants du personnel. Et on se retrouve dans une situation où on dialogue énormément avec la directe et que si in fine, elle veut nous mettre un veto, on n'a souvent pas beaucoup d'autres choix que de suivre ses préconisations. D'accord? Et je pense, même si les dossiers que j'ai, on les a fait évoluer pour éviter d'être dans cette situation. Donc, je n'ai pas d'exemple de retour d'expérience à vous donner sur celui-là. Par contre, pour avoir quand même pas mal de contacts, je pense vraiment que ça sera des dossiers de plan très difficiles à passer. D'accord? Donc, ça, c'est sur le motif économique. Je vais très vite sur l'autre parce qu'il y avait une question de quelqu'un sur la deuxième voie qui est l'APC, l'accord de performance collective. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'autre voie juridique possible? C'est parce que vous savez peut-être que quand on a conclu un accord de performance collective, la cause du licenciement, le salarié qui refuserait la modification de contrat de travail qui résulterait de l'APC, donc en l'espèce, l'application du télétravail forcé. Là, la cause du licenciement, ce n'est pas là non plus le refus du télétravail stricto sensu, c'est le refus de l'application de l'accord. C'est le refus de l'APC. Pour moi, juridiquement, quand vous regardez le cadre légal, l'objectif, que finalement c'est assez souple, l'APC, c'est très controversé sur la place. La directe a pris, le ministère du Travail a pris des positions, de mon point de vue, dans la circulaire APC qui ne tiennent pas juridiquement. De mon point de vue, on peut l'envisager dans le cadre d'un APC. Pourquoi? Parce que l'un des objets de l'APC, ça peut être les questions de mobilité géographique des salariés. Donc, on pourrait l'envisager dans le cadre d'un APC. Maintenant, il faut être réaliste. Négocier un APC qui impose que le télétravail,
quand on sait, que c'est moins favorable forcément qu'un plan social pour les salariés. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas les mêmes garanties obligatoires. On n'est pas en PSE, on n'est pas obligé de donner les mêmes indemnités du tout. Il n'y a pas de congé de reclassement, par exemple. Mais surtout, le désavantage général d'un APC, c'est que le Code du travail, et pour l'instant, il n'y a pas encore une décision contraire en jurisprudence, nous dit le salarié ne peut pas contester la cause de son licenciement parce que c'est une cause qui est réputée être bonne. Je fais très simple. Donc, c'est déjà très compliqué de signer un APC. Et signer un APC qui consisterait en la généralisation forcée du télétravail, je pense que ça va être très compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais dans l'équilibre de la négociation, il faut avoir des choses à donner. Et c'est quand même quelque chose de très contraignant. Donc, je doute que la voie de l'APC en pratique puisse être vraiment poursuivie, mais en théorie, c'est possible. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, monsieur Chemin, je pense que oui, juridiquement, il y a des arguments pour dire qu'on peut passer par la voie de l'APC pour imposer le télétravail à 100%. C'est vrai que cette dimension de télétravail va être abordée sous un nouvel angle avec la période de déconfinement. Mais ce que j'entends bien, Alexandra, par vos éléments et vos argumentations, c'est qu'il faut, si on est entrepreneur, il faut plutôt être assez prudent. Ouais, si on veut basculer dans un autre monde post-Covid et du coup se passer d'un lieu de travail. C'est faire réfléchir à deux fois. Exactement. C'est-à-dire, si vous voulez, d'après ce que je vous ai expliqué, si vous avez un projet comme ça et que vous voulez aller jusqu'au bout, la sanction ultime, entre guillemets, c'est que vous allez être obligé de licencier les gens. Sinon, vous stoppez tout. Et en général, le télétravail, c'est pas fait pour licencier des gens. On ne fait pas des projets comme ça pour réduire nos effectifs. D'accord? Il y a un problème de continuité du business. C'est juste que notre arsenal juridique fait que, d'une manière ou d'une autre, pour passer dans cette voie, ça ne peut se traduire que par un licenciement. Plus ou moins coûteux selon le cadre dans lequel on est, plus ou moins compliqué selon le cadre dans lequel on est. Mais d'un point de vue business, ça ne fait aucun sens. Enfin, de mon point de vue, sauf à être dans une problématique en plus de redimensionnement de l'activité. Moi, j'ai un dossier en ce moment. Au début, le cahier des charges, c'était celui-ci. On l'a fait complètement évoluer. Alors, ce qui pose des problèmes QVT, donc ça permettra à Léopold d'enchaîner. Mais on l'a fait évoluer en prévoyant, pour l'instant, on espère y arriver, une partie coworking pour répondre à une question de tout à l'heure. Le fait d'être en coworking, en tout cas à ce jour, plus tard, dans le cadre de ce type de projet-là, ça ne vous donne pas droit, vous n'avez pas le statut de télétravailleur. OK? Parce que quelqu'un a posé la question, j'ai vu dans les questions. Mais donc, on l'a fait évoluer comme ça, un espace de coworking, des locations d'espace un peu à la demande, pour éviter d'être dans la problématique de je suis en télétravail. Et là, d'un point de vue business, je ne peux pas me permettre de virer 50 personnes dont j'ai besoin. Ce que je veux juste, c'est faire l'économie. Donc, c'est pour ça que je vous disais en préambule, c'est très compliqué et je pense que de toute façon, ce type de projet-là ne pourra pas voir le jour. Il y a l'aspect réversibilité de toute façon, premièrement, et il y a en plus la contrainte qui fait que notre système juridique, de ce point de vue-là, en termes de conséquences, est complètement opposé en général à l'objectif business poursuivi. D'accord? Merci beaucoup, Alexandra, pour ces éclairages juridiques. Léopold, du côté de Moodwork, du coup, comment appliquer cette QVT en mode 100% télétravail? Est-ce que vous, du coup, en tant que start-up, vous avez fait évoluer votre offre jusqu'à ce mouvement assez radical, finalement, de télétravail à temps complet? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce que vous dites. En effet, on a dû faire énormément évoluer notre offre pour nous adapter à des contextes de travail qui sont complètement différents que ceux qu'on a connus quand on a créé Moodwork. Mais ce qui, à mon avis, est le plus intéressant, et je vais devoir revenir un petit peu sur les bases théoriques de la qualité de vie au travail pour bien faire comprendre le phénomène, c'est que quand on parle de qualité de vie au travail, il faut comprendre déjà que c'est une démarche qui est organisationnelle et individuelle et qui a pour but d'améliorer conjointement le bien-être et la performance. C'est vraiment 4 éléments qu'il faut toujours garder en tête: individuel, organisationnel, bien-être et performance, pour créer réellement une politique qualité de vie au travail.
Donc, ce qui est intéressant quand on découle de cette définition, c'est que si on passe en 100% télétravail, il faut imaginer, Alexandra parlait d'arsenal juridique, moi je vais parler d'arsenal QVT, l'entreprise disposait d'un arsenal qualité de vie au travail qui allait lui permettre, d'un point de vue organisationnel, d'agir sur la QVT de ses collaborateurs. La culture d'entreprise, les horaires de travail, l'environnement de travail, etc. Bref, c'était tout un panel de leviers que l'entreprise peut actionner quand le salarié est pas trop en télétravail et pour lequel, en télétravail complet, elle va avoir beaucoup plus de mal à les actionner. Et donc, la question est maintenant, que deviennent en fait ces leviers de QVT qui incombaient à l'entreprise? Est-ce que on essaye de se dire en tant qu'entreprise, mais je vais recréer ces leviers en télétravail, donc avec un maximum de présence sur le poste du collaborateur, par exemple. Je vais décider à quel moment est-ce que je coupe ses accès à sa boîte mail. Est-ce que je décide à quel moment est-ce que il doit venir avoir un moment informel avec tout le monde. Voilà, une fois tous les 2 jours, on se rencontre pour parler de nos vies, etc., pour recréer les moments informels. Donc au final, on a vraiment cette double possibilité. Soit l'entreprise propose du télétravail avec comme objectif de se dire on va contrôler au maximum pour garder la main mise sur la gestion de la qualité de vie au travail des collaborateurs. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est de se dire, OK, maintenant les collaborateurs sont quand même loin de moi. Mon objectif, ça va être de les faire monter en compétences pour que ce soit eux qui agissent au maximum sur les facteurs dont je vous ai parlé, les facteurs individuels. Les facteurs individuels de qualité de vie au travail, c'est tous les facteurs sur lesquels moi j'ai un impact. La façon dont je gère mon stress, la façon dont je gère mes émotions, la façon dont je communique avec les autres, la façon dont je m'organise dans mon travail, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un impact très fort sur la QVT. Et aujourd'hui, toutes les théories montraient que c'était grâce à vraiment une co-responsabilité, une co-action entre justement le collaborateur et son organisation. Nous, chez Moodwork, ce qu'on a pu constater en 2020, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience de la part des collaborateurs concernant leur capacité à agir sur leur qualité de vie au travail. Les salariés se sont renseignés sur ces sujets, les salariés se sont fait accompagner sur ces sujets, tout simplement parce qu'en fait, l'organisation, malgré elle, n'était plus en capacité de gérer ce soutien et cet accompagnement. Je vais vous donner un exemple bête. Quand vous allez au bureau, quand vous allez au travail, en moyenne dans votre journée, vous allez avoir quoi? Environ 1 heure de moments informels avec vos collègues. Ces moments informels, certes, ils vont permettre de créer du lien social, mais ils vont aussi permettre à vos collègues de potentiellement identifier des signaux faibles chez vous. Ces signaux faibles de ah ben il n'est pas venu déjeuner avec nous, alors il part tard ou alors il part très tôt, etc. C'est des choses que les gens perçoivent grâce à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle dont ils peuvent qu'ils peuvent avoir assez naturellement. Mais quand vous êtes en télétravail, tous ces aspects, on va dire, de sentinelle qui est un rôle des collègues, un rôle des managers, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, qu'on ait voulu le développer ou pas, c'est un rôle qui se perd avec le télétravail. Et en fait, toute cette responsabilité, et je veux dire là réellement de la prévention des risques psychosociaux, elle se retrouve en grande partie sur les épaules du collaborateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Ce qu'on fait pour répondre à ça, c'est que tout comme une organisation s'outille pour agir sur la qualité de vie au travail, mais il va falloir outiller ses collaborateurs sur la qualité de vie au travail. On ne peut pas s'attendre que naturellement un collaborateur se mette à mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, plus trouver du sens dans son travail s'il n'est pas accompagné sur ces sujets-là. Nous, chez Moodwork, on considère qu'un collaborateur, pour être réellement acteur de sa qualité de vie au travail, il a besoin de 3 choses. Il a besoin, de comprendre, de mieux connaître ses facteurs de risque et ses facteurs de protection. Deuxièmement, il a besoin d'être en capacité d'apprendre, donc d'accéder à toutes les ressources qui vont lui permettre de monter en compétence sur les soft skills liés à la qualité de vie au travail. Et 3, il doit pouvoir être accompagné, donc accompagnement psychologique, bref, par tous les spécialistes qui vont lui apporter quelque chose sur ces sujets de qualité de vie au travail. Et Léopold, au regard de votre expérience via Moodwork, est-ce que vous avez déjà eu des cas de clients qui vous ont demandé voilà, je veux passer ma société en full télétravail. Trouvez-moi des solutions pour améliorer finalement la qualité de vie, pas la QVT, la qualité de vie au travail, mais la qualité de vie au télétravail. Est-ce que vous avez déjà trouvé dans ce type de configuration?
Nous, alors on n'a pas eu la configuration du 100% télétravail. Moodwork, on accompagne vraiment tout type d'entreprise, mais je veux dire, on accompagne pas mal de sociétés, on va dire, traditionnelles. Et donc, on n'a pas énormément de startups dans notre portefeuille client, même si on en a quelques-unes. Et c'est principalement quand même, j'ai l'impression, les startups, les agences, etc., qui passent à du 100% télétravail. Par contre, en effet, j'ai eu la demande de la part de pas mal de clients et de prospects sur on veut faire beaucoup plus de télétravail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la QVT? Alors bien sûr, hein, la première chose que je leur réponds, c'est mettre en place Moodwork pour permettre à vos collaborateurs d'avoir accès à ces différents outils. Ça, c'est la réponse numéro 1. La réponse numéro 2 que je vais leur apporter, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on réussit à recréer chez le collaborateur un espace de travail, un environnement de travail qui soit propice. Ça, beaucoup de sociétés ont pu passer cette option un petit peu à la trappe au premier confinement parce que tout le monde a été pris un peu de court. J'ose espérer qu'au deuxième confinement, il y ait une majorité de sociétés qui ont équipé de façon qualitative leurs collaborateurs parce que rien qu'au niveau des troubles musculo-squelettiques, vous êtes mal équipé chez vous, vous travaillez dans votre canapé, etc. Une semaine, ça va, 3 semaines, ça va. Quand vous arrivez à 3, 4 mois à travailler de la façon pas tellement confortable, ça commence à avoir des conséquences. Ensuite, bien sûr, c'est voir comment est-ce qu'on peut aider le collaborateur à avoir une meilleure gestion de l'équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. On peut penser comme ça que ça va apporter énormément à la vie perso, d'avoir une vie pro rapprochée, éviter les transports, etc. Toujours est-il que parfois, pour certains, l'un commence à complètement empiéter sur l'autre et ça devient un réel risque pour la vie du collaborateur et son équilibre de vie. Ça devient compliqué. Je vous propose de basculer sur la troisième séquence, car le temps passe vite. On a à peu près une douzaine de minutes pour aborder la troisième phase, qui est la plus intéressante et la plus d'actualité, effectivement, sur ce télétravail à temps partiel. Alors, j'avais tout à l'heure une question sur la définition du travail hybride. En fait, c'est le fait de travailler d'organiser le travail à la fois en mode distanciel et en mode présentiel. Donc, une partie du travail réalisé à domicile et une autre partie du travail réalisé sur son lieu de travail. C'est probablement cette configuration de télétravail partiel qui va se développer maintenant avec la période de déconfinement entre guillemets, ou en tout cas de fin de restrictions de déplacement et d'autres libertés qui vont apparaître dans le courant du printemps jusqu'à juin, selon le calendrier qui a été fixé par le gouvernement. Alexandra Stocky, je reviens vers vous parce que là, du coup, là aussi, il va falloir faire travailler un peu les ménages du côté des DRH. Comment on s'adapte à cette nouvelle donne? Encore une fois, hein, c'est vrai que les DRH ont été très sollicités là depuis le début de la crise pour changer d'organisation de travail quasiment tous les 3 mois. Cette fois-ci, pour cette prochaine phase, quelles sont les obligations légales en matière de QVT pour s'adapter à cette dimension de télétravail partiel? Alors, effectivement, c'est la solution qui est privilégiée et puis qui est quand même, in fine, la plus simple à mettre. Alors, vous avez des exemples récents qu'on voit dans la presse qui sont assez intéressants, chez Engie très récemment et chez Novartis, par exemple, hein, où en fait, notamment, alors les deux ont en commun de proposer soit du 100% télétravail volontaire avec bien sûr une réversibilité, soit du coworking. Et donc, je pourrais répondre à des questions que j'ai vues. Le coworking, c'est pas du télétravail, hein. Le coworking, de toute façon, la location de l'espace, il y a la charge de l'employeur. C'est finalement comme si c'était l'ancien lieu de travail, simplement c'est plus un site bien identifié, c'est un espèce de coworking. Quand vous êtes en coworking, vous n'êtes pas en télétravail. Je ferme la parenthèse. Alors, les points, il y a deux séries de points juridiques à avoir en tête. Le premier, je passe assez rapidement, mais je vais en même temps répondre aux questions que j'ai vues passer. Le premier point d'attention, c'est bien par rapport aux obligations juridiques, c'est de regarder les obligations qui sont prévues dans le code. Il y en a très peu dans l'ANI, que ce soit 2005 ou 2020, qui sont plus une compilation de ce qui existe, de l'arsenal juridique qui existe. L'ANI, il est vraiment important sur la période d'adaptation, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le cadre juridique, c'est quoi? C'est le télétravail, vous avez le choix.
Si vous avez des syndicats ou si vous êtes habitué à faire des négociations avec salariés mandatés, vous avez le choix entre l'accord collectif, la décision unilatérale, après information, consultation de votre CSE si vous en avez un, ou la voie individuelle, le contrat de travail. Alors, bien évidemment, dans l'air du temps et de manière générale, quand on le peut, qu'on a des syndicats notamment, il faut privilégier la voie de l'accord collectif. Parce que, d'abord, on peut avoir des idées. Moi, comme vous l'avez compris, je suis conseil de direction, je ne suis pas conseil de salarié, mais il y a souvent de très, très bonnes idées de la part de syndicats. Et en fait, sur des sujets aussi structurants pour l'avenir de société, moi, je pense qu'il faut privilégier le dialogue social et que c'est un projet d'entreprise auquel on ne peut pas se dispenser d'impliquer de toute façon les représentants du personnel. Donc, sur ces voies, je vous disais, vous avez le choix parce qu'en plus, il n'y a pas d'ordre de priorité dans le Code du travail. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Donc, dit autrement, vous n'êtes pas obligé d'avoir tenté de négocier un accord collectif, passant en décision unilatérale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une décision latérale pour passer en contrat de travail. Enfin bon, la grande majorité des cadres de mise en place que je connais, c'est la voie négociée. D'ailleurs, j'ai regardé des statistiques. Depuis la nuit de novembre dernier, il y a plus de 700 accords entre novembre et juin sur le télétravail qui ont été conclus. Et il y en a 400 entre février et juin. C'est énorme. Donc, cadre juridique, vous avez ces trois options. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est quelles sont les problématiques qui se posent le plus fréquemment d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, la première question qui se pose, c'est la question de l'égalité de traitement. Je veux dire quoi par là? Quand on réfléchit à mettre en place du télétravail, il faut l'employeur, vous savez que s'il dit non, il doit faire une réponse motivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, il faut anticiper en amont les catégories de postes pour lesquels le télétravail est possible. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on met dans les accords et c'est des choses qu'on met dans les décisions unilatérales. Donc, c'est impératif d'avoir cette vision assez fine du type de poste parce que si vous ne faites pas cette réflexion, quand un salarié va vous demander le télétravail en application de votre accord et que, par exemple, vous n'avez pas bien défini dans votre accord quels sont les postes éligibles, vous risquez de vous retrouver un peu embêté quand vous allez lui répondre non. Pourquoi? Parce que on va vous dire, il fallait le mettre dans l'accord, c'est pas dans l'accord. L'accord, la décision unilatérale, c'est la boîte à outils de manière générale. Donc, tout ce qui n'est pas prévu dans la boîte à outils, vous allez vous retrouver en difficulté. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est l'épineuse question des frais, des tickets restaurants. Donc, j'ai vu des questions passer là-dessus. De manière générale, et là-dessus, il y a une nouveauté, mais qui n'est pas impérative de l'année, qui est un peu bizarre d'ailleurs du dernier année, mais de manière générale, sur les frais stricto sensu, il y a un principe général, pas besoin des années ni du code, du travail d'ailleurs spécialement là-dessus. L'employeur, c'est lui qui doit prendre en charge les frais nécessaires à l'exécution du travail. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs modalités pour des remboursements de frais, c'est soit les remboursements de frais, soit c'est les allocations forfaitaires, avec des tolérances sur ça qui ont augmenté. Bon, mais le principe général, c'est que normalement, sur les frais stricto sensu, par exemple, le papier, le salarié qui travaille en télétravail, qui a donc l'ordinateur, soit c'est le sien, soit c'est le vôtre. S'il doit en acheter un, vous devez lui rembourser, c'est une évidence. Parce que c'était votre obligation d'en mettre un à disposition. Si vous ne pouvez pas le faire et qu'il doit en acheter un, vous devez rembourser. Même tous ces frais pour le papier d'imprimante. C'est à vous de le prendre en charge, mais c'est du bon sens ce que je dis là. La question des tickets restaurants, vous avez dû voir dans la presse, on a des décisions, pour le moment, pas encore alors on appelle ça, nous, on n'a que des décisions de juge du fond, c'est-à-dire de première instance. L'arbitre suprême sur ces questions-là, ça va être la Cour de cassation. Avant qu'on ait une décision de la Cour de cassation, à mon avis, c'est pas avant 2-3 ans, à supposer que les deux décisions récentes qui ont donné lieu donc des décisions au fond soient portées en cassation. C'est un vrai casse-tête. De manière générale, moi, je considère de manière générale qu'un salarié qui télétravaille n'est pas dans la même situation qu'un salarié qui travaille dans des locaux. On verra, en fait, les problématiques que moi j'ai pu voir pendant le confinement, c'est que très souvent, dans des accords télétravail, on a déjà prévu de donner des tickets restaurants
à des gens qui sont en télétravail volontaire. Et les problématiques qu'on a vues pendant le confinement, c'est les sociétés qui disaient, bah non, maintenant que c'est obligatoire, je ne donne pas de ticket restaurant. Bah oui, mais le problème, c'est que le protocole sanitaire, il n'a pas de valeur légale. Il n'a qu'une valeur normative. Et moi, pour pouvoir expliquer que je suis fondée à ne pas donner de ticket restaurant à des gens qui sont en télétravail forcé pendant la crise sanitaire, le problème, c'est que moi, il me faut un fondement légal, sinon je vais être en difficulté. Donc, ces problématiques-là, les groupes vont un peu arbitrer. Je sais que les syndicats, pour aider un peu les employeurs, ont pris des positions disant non, non, pendant la crise sanitaire, comme c'est obligatoire, c'est une sorte de forme majeure, personne n'a droit à ticket restaurant. Je pense qu'il y aura quand même des contentieux qui vont suivre. Donc, il y a cette question des frais et des tickets restaurants qui n'est pas réglée complètement. Il y a une autre question quand même qu'il faut bien garder en tête, surtout dans l'hypothèse où on voudrait faire du télétravail forcé, hein, c'est que ce qui est une autre question de coup, je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'attention, quand on ne laisse pas le choix au salarié et qu'on lui dit vous travaillez que de chez vous, eh bien la jurisprudence considère qu'on doit en plus l'indemniser au titre du stockage des éléments de travail chez lui. Donc, c'est une cause supplémentaire d'indemnisation. Encore une fois, il n'y a pas de solution alternative. Donc, ça, c'est les trois grandes questions juridiques. Il y en a une autre, je le dis juste parce que c'est aussi un point plus pour Léopold, où c'est des vraies questions. Moi, en toute humilité, la grande expérience du télétravail, jusqu'à présent, moi, ma perception en tant qu'avocate, hein, c'est que c'était des demandes de part et d'autre avant la crise. Hein. C'était des demandes de part et d'autre, on pouvait y trouver son intérêt. Mais j'ai l'impression, dans mes clients, et moi la première, même si je pense que je ne suis pas la seule, à me dire qu'on a traité un peu légèrement toutes les questions de RPS et toutes les questions de santé des salariés. Et je pense que, d'ailleurs, je l'ai vu pendant la crise sanitaire avec les clients, je pense que là, il y a un vrai travail de fond grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire qui fait que sur le plan de la santé, donc c'est quand même juridique parce que je vous disais qu'il y a une obligation de résultat de santé qui est générale de l'employeur. Je pense qu'on va avoir une approche beaucoup plus poussée, et d'ailleurs, certainement, il faut joindre des experts, sur tous les impacts psychologiques et aussi physiques du télétravail. Et quand je reprends les derniers accords qui ont été conclus, et même les négociations que j'ai en cours sur certains dossiers, on négocie plus de la même manière maintenant sur ces sujets-là. Il y a 4 ans, c'était complètement évacué, on n'en parlait même pas, et même les syndicats n'en parlaient pas. Et aujourd'hui, par contre, c'est au cœur du sujet parce qu'on a le retour d'expérience qui a été plus ou moins probant de la crise sanitaire avec des situations d'isolement, des situations de déstress. Et les entreprises que employeurs se rendent compte aussi de manière plus prégnante, je pense, que c'est un enjeu aussi de qualité et d'efficacité du business. C'est pas qu'un enjeu purement juridique, il y a une implication aussi, pas seulement de qualité de vie professionnelle, mais il y a juste aussi un enjeu de qualité de la prestation qui est servie aux clients. Alors, je suis obligé de reprendre la main parce que le temps nous est compté, Alexandra, et je voudrais laisser le mot de conclusion à Léopold. Du coup, la question de session questions-réponses, je pense que nous allons la zapper, mais vous avez déjà eu l'occasion de répondre à beaucoup de questions qui ont circulé sur le fil de chat. Donc, c'est vraiment super de votre part d'avoir réagi sur l'ensemble, sur au moins quelques questions principales qui ont été posées lors de ces sessions de chat. Léopold, pour boucler cette session de webinaire, c'est vrai que là, les entreprises vont arriver dans un nouvel épisode où ils vont accueillir à nouveau les collaborateurs en entreprise. Comment va se passer ce retour dans les locaux et finalement, est-ce qu'on peut imaginer qu'une partie des salariés vont demander moi, je veux rester en télétravail à temps partiel ou en fonction d'une période plus ou moins longue, et d'autres vont dire moi, c'est une catastrophe, je ne veux plus absolument retourner dans cette configuration. Je crois que tu as coupé ton micro, Léopold. On a en effet des besoins et des envies qui sont différentes en fonction des collaborateurs. Après, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps de Malakoff qui disait que le durée idéale de télétravail pour une majorité des Français se situe aux alentours de 2 jours par semaine.
Donc on a quand même une petite visibilité sur ce que souhaitent les Français. Mais ce qui est très intéressant, c'est que avant la crise, on avait tout le monde qui disait je veux un maximum de télétravail. Et maintenant, tout le monde qui lève un peu le pied, en fait, j'aimerais bien quand même revenir au bureau. Donc en fait, ce grand laboratoire à ciel ouvert qu'on a eu, ça nous a permis quand même d'apprendre quelque chose de très intéressant. C'est que l'excès de télétravail n'est pas bon et n'est même pas apprécié par les collaborateurs de façon générale. Après, j'aime pas les vérités générales. Et ce qui est très important, c'est de coller à la culture d'entreprise de la société, aux attentes de ses collaborateurs. Et en fait, il y a énormément, c'est pas une décision à prendre au niveau de la direction et merci, au revoir. Il faut interroger les collaborateurs, savoir comment ils veulent travailler, qu'est-ce qui peut s'imbriquer de façon qualitative avec le business de l'entreprise, mais aussi la culture de l'entreprise. Et ce qui est intéressant quand on arrive sur du télétravail partiel, c'est d'aller un petit peu plus loin que de dire il y aura 2 jours chez eux et puis le reste au bureau. C'est ce qu'on appelle, et je l'ai vu dans les questions, le télétravail hybride. Et le télétravail hybride, en plus d'être, on va dire, une solution à un besoin exprimé par les salariés, ça peut être une réelle opportunité et en termes de bien-être et en termes de performance et donc de façon générale en termes de qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que tous les risques que j'ai pu évoquer lors du 100%, quand on a parlé du 100% de télétravail et du zéro télétravail, ce sont des risques que l'on retrouve beaucoup moins, en fait. À partir du moment où on maintient le lien social, même si c'est que 2 jours par semaine, ça peut être amplement suffisant pour la plupart des collaborateurs de voir des collègues que 2 jours par semaine. À l'inverse, des collaborateurs qui sont toujours au bureau et pour qui la gestion, on va dire, des temps de transport, etc., peut être compliquée. Quand c'est réduit à quelques jours par semaine, c'est beaucoup moins un problème également. En fait, le télétravail partiel, c'est vraiment là où on va trouver, a priori, le juste équilibre pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Maintenant, comme je dis, l'idée, si on va dans cette voie en tant qu'entreprise, c'est d'aller un petit peu plus loin et de comprendre qu'est-ce qui est intéressant pour le salarié de faire quand il est en télétravail et qu'est-ce qu'il est intéressant pour le salarié de faire quand il est au bureau. Et ça, il y a pas mal d'entreprises en ce moment qui se posent la question et qui se disent justement, en fait, nos bureaux vont complètement changer. Ça va être des lieux de collaboration. Parce que si le salarié n'a pas besoin de venir au bureau, c'est qu'il n'a pas besoin de collaborer. Donc, il peut rester chez lui et faire son télétravail. Par contre, quand il vient au bureau, c'est qu'il a besoin d'avoir des temps, on va dire, créatifs, des temps d'échange, des temps de partage avec ses collègues. Et donc, on réinvente la façon de fonctionner du bureau et on garde, j'ai failli renverser mon thé, et on garde pour le travail chez soi en télétravail des tâches qui se font individuellement, où on a besoin de ne pas être coupé, etc. Et donc, c'est vraiment un énorme avantage pour le salarié qui se retrouve à avoir des lieux, des environnements propices aux tâches qu'il doit réaliser. Voilà, je m'arrêterai là-dessus parce que je vois qu'il nous reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, effectivement. Merci Léopold, merci Léopold Denis, merci Alexandra Stocky pour vos interventions passionnantes et on sent bien que ce sont des sujets qui vous passionnent au point de quasiment renverser son thé en live. En tout cas, mais merci beaucoup de vos interventions très très enrichissantes. Le débat va se prolonger naturellement. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des discussions. Je vous rappelle que le replay sera disponible. Ultérieurement, on va envoyer un email à tous les participants pour accéder au replay. Vous aurez également des liens que vous allez pouvoir collecter par mail. Je viens d'en partager également, Philippe. Je viens de partager 3 liens d'études qui en fait permettront à chacun d'aller un petit peu plus loin sur toutes ces réflexions sur les sujets de qualité de vie au travail. On a écrit plusieurs études, livres blancs et enquêtes chez Moodwork. Donc là, j'en ai fait une petite sélection de 3 et je vous ai partagé les liens dans les questions. Alors, je vous le remets vu qu'il y a pas mal de questions. Vous allez trouver 3 liens et également, comme l'a dit Philippe, en effet, on va essayer de vous faire parvenir tout ça par email. N'hésitez pas effectivement à vous renseigner sur ces ressources documentaires, sur ces dimensions de QVT et de cadre juridique. C'est vrai qu'on vit une époque assez atypique et on reviendra pour le moment sur ces sujets dans les prochains mois, parce que finalement chaque entreprise va devoir reprendre ses marques avec ses collaborateurs et finalement on va peut-être même aboutir à des nouvelles configurations d'organisation de travail
à grande échelle. Donc, nous allons suivre en tout cas ces sujets à la fois sur nos supports médias également, sur RH Matin et sur Newstank RH. Merci beaucoup pour cette session de webinaire. Il est midi, elle va se terminer. Merci à nos intervenants, merci à tous les participants et rendez-vous pour la prochaine session de webinaire très prochainement parce qu'on est très sollicité et en tout cas les sujets en vaut la peine dans l'état actuel. Merci beaucoup pour l'ensemble des contributeurs et des visiteurs. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Je peux encore répondre? Négociation avec les RP. Hop, je réponds juste à la dame.